Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un sonnet qui a été écrit par Madeleine de l'Aubépine en 1572. Madeleine de l'Aubépine est une poétesse qui appartient au mouvement de la Renaissance et plus particulièrement au mouvement littéraire de l'humanisme, un mouvement littéraire qui va se caractériser par la redécouverte des textes de l'Antiquité, la réexploitation des connaissances qui avaient été perdues et aussi la remobilisation non seulement des sciences d'une part, mais aussi de la mythologie d'autre part. Elle est une grande amie de Ronsard, elle fait partie de salons littéraires, elle est fortement engagée, en tout cas aux côtés des poètes de la Pléiade, dans cette mission que vont se donner les poètes de la Pléiade de démocratiser la langue française dans l'esprit de Villers-Cotterêts. Dans ce poème, Madeleine de l'Aubépine va faire une description un peu apocalyptique d'un univers dans lequel tout irait mal, et cette description sera mise au service d'une déclaration amoureuse qui constituera finalement le retournement de situation final. Je passe ainsi à la lecture du poème. L'on verra s'arrêter le mobile du monde, les étoiles marcher parmi le firmament, Saturne infortuné luire bénignement, Jupiter commandé dedans le creux de l'onde. L'on verra Mars, paisible, et la clarté féconde du soleil s'obscurcir sans force et mouvement. Vénus sans amitié, style bon sans changement, et la lune en carré changer sa forme ronde. Le feu sera pesant et légère la terre, l'eau sera chaude et sèche, et dans l'air qui l'enserre, on verra les poissons voler et se nourrir. Plutôt que mon amour, à vous seul destiné, se tourne en autre part. Car pour vous je fus né, je ne vis que pour vous je veux mourir. Je l'ai dit dans la présentation, nous avons ici une forte remobilisation du vocabulaire astronomique, notamment à travers le nom des planètes, mais en même temps, ces planètes sont pour la plupart personnifiées, ce qui va remobiliser aussi leur sens mythologique de dieu et de déesse. Ainsi, avec cette double utilisation simultanée, quasiment en sileps, on va pouvoir se poser la question quelle utilisation Madeleine de l'Aubépine fait-elle de cette mobilisation astronomique ? Pour répondre à cette question, je diviserai mon texte en 3 parties. Les 2 premiers quatrains qui vont constituer une espèce de vision astronomique du système solaire dans son intégralité, à l'exception de la Terre, qui va être traitée uniquement dans le premier tercet, la 3e strophe, qui sera ma 2e partie, et ma 3e partie sera constituée de la dernière strophe, le dernier tercet, dans lequel on va avoir la résolution de l'hypothèse avec un focus plus particulier sur la poétesse elle-même. Je passe ainsi aux commentaires avec ma première partie. On peut remarquer l'expression du mobile du monde, qui est ici une périphrase qui va désigner l'univers, le cosmos, et peut-être plus particulièrement le système solaire, puisque le mobile du monde, ce serait le mouvement dans lequel s'inscrit le monde, à savoir la Terre. On observe immédiatement du coup une antithèse, ou au moins une opposition, entre le mot mobile et le verbe s'arrêter. Il s'agit ici finalement d'une espèce de vision, quasiment une vision prophétique, que va modéliser le verbe voir, ici à l'impersonnel. On verra. Alors, cette vision prophétique va être détaillée dans les vers suivants à travers toute une série de références astronomiques concrètes. Donc, les étoiles marchaient parmi le firmament. Ici, on observe une personnification, puisque les étoiles vont marcher, ce que les étoiles normalement ne font pas. Cette personnification va commencer à amener l'idée de sileps, détaillée par la suite, à savoir une mobilisation du vocabulaire astronomique, scientifique, mais aussi mythologique. Ici, il s'agit d'une vision cosmique dans laquelle Madeleine de l'Aubépine va détailler finalement chacune des planètes, tout d'abord en partant de Saturne, la planète la plus éloignée de la Terre par rapport au Soleil, mais c'est aussi le dieu du temps, le titan originel, celui qui mangeait ses enfants. Donc ici, Saturne infortuné, qui lui bénignement serait finalement une abolition à la fois du temps, mais aussi, en termes scientifiques, le fait que la lumière qui arrive jusqu'à la Terre serait amoindrie. On jouerait sur les 2 niveaux. De la même manière, Jupiter, qui commande, la personnification ici qui se fait par le biais du verbe commander, rappelle la position de père des dieux qu'occupe Jupiter, ou Zeus en grec, et du coup on va toujours utiliser ces 2 sens simultanés, en sileps.
Alors, le creux de l'onde ici pourrait symboliser, en lien avec le saut de ligne dû à la strophe, éventuellement la ceinture d'astéroïdes qui distingue Jupiter de Mars, puisqu'on est ici dans une modélisation du système solaire. Donc on part du plus loin, Saturne, Jupiter, ceinture d'astéroïdes, puis Mars au vers 5. Pour Mars, on est toujours dans cette mobilisation en syllabes, puisque ici Mars est qualifié de l'adjectif paisible, qui est antinomique de sa position de dieu de la guerre, et qui va continuer à modéliser cette espèce d'opposition permanente, ce renversement qu'on trouve dans tout le système solaire. Ce renversement va s'accentuer avec l'enjambement qui suit et la clarté féconde du Soleil s'obscurcir sans force et mouvement. L'enjambement va montrer d'une part ce que l'on va perdre, à savoir la clarté féconde qui se situe en contre-rejet, et la conséquence de cette perte, à savoir une obscurité générale. Finalement, le système solaire ne serait plus éclairé, avec le terme de clarté et le verbe obscurcir, mais du coup ne serait plus non plus vivant, puisque la fécondité convoquée au vers 5 est opposée à l'expression sans force au vers 6. L'absence de mouvement faisant encore référence au premier verbe infinitif du texte, à savoir s'arrêter. On est du coup passé de Mars au Soleil à travers un enjambement, puisque en fait on est passé par-dessus 3 autres planètes, et c'est à partir du Soleil cette fois-ci qu'on va reprendre l'énumération. Donc on était parti du plus éloigné en se rapprochant du Soleil, maintenant on est parti du Soleil et on va se rapprocher. Cette énumération va là encore montrer le chamboulement, puisque normalement après le Soleil ce serait Mercure, puis Vénus. Simplement ici, Vénus et Mercure sont eux-mêmes inversés. On est toujours sur une mobilisation en syllabes, puisque Vénus sans amitié rappelle la divinité de l'amour que représente Vénus, et qui du coup ici perdrait sa qualité. De la même manière, Stilbon qui représente Mercure, et Mercure étant à la fois un dieu et un métal protéiforme, puisque c'est un métal liquide, ici serait compris en sens inverse, puisque ce métal changeant est réduit à une absence de changement. Enfin, on se rapproche une dernière fois de la Terre à travers son satellite, la Lune, qui change sa forme ronde en carré. Ici, le chamboulement général cosmique va être modélisé lui-même par le chamboulement de la syntaxe, puisque normalement, il faudrait mettre le COD avant le COI qui devient COS. Or, ici, c'est l'inverse. Et par ailleurs, on peut remarquer aussi que si la Lune se caractérise bien par son changement, puisqu'il y a différentes phases dans la Lune, et bien en fait, ici, ce changement va être un changement inattendu, puisqu'on aboutit non pas à une forme ronde, croissante ou décroissante, mais une forme radicalement différente, une forme carrée. Ainsi, on va clore sur ces 2 premiers vers qui vont montrer finalement une espèce de vision apocalyptique dans laquelle tous les éléments du système solaire seraient chamboulés, à la fois dans leur conception scientifique, mais aussi dans leur conception mythologique. Alors on a évidemment une grande absente dans cette vision du système solaire, c'est la Terre, et c'est la Terre qui constituera le focus de la suite du texte à travers la 3e strophe et ma 2e partie. Ici, la description de la Terre va se faire par un recours aux 4 éléments. Donc on a aussi une vision un petit peu cosmique, puisque l'ensemble du cosmos, qui signifie harmonie, va sonner ici de manière inverse, là encore. C'est à une disharmonie qu'on va assister à travers cette mobilisation des 4 éléments, dont les qualificatifs vont être inversés. C'est ce qu'on appelle une hypallage. Donc le feu sera pesant et légère la terre. En fait, normalement, ce serait la terre qui serait pesante et le feu qui serait léger. Cette inversion, cet hypallage, va être rappelé aussi par la structure quasiment en chiasme du vers, le nom commun puis l'adjectif puis le nom commun. De la même manière, le feu et la terre qui auraient échangé leurs attributs, eh bien, l'eau et l'air vont aussi échanger le leur. L'eau va s'assécher, on va le trouver notamment modélisé évidemment à travers les adjectifs, chaude et sèche, mais aussi à travers l'allitération avec les consonnes qui sont sifflantes, qui vont montrer un petit peu cette eau en train de s'évaporer. Et de la même manière, cette inversion de l'eau par rapport à l'air va se montrer dans le vers et demi qui suit, puisque lui aussi il est construit sur un enjambement. Le vers et demi qui va montrer les poissons voler, non pas parce que les poissons volent, mais parce qu'en fait l'air est devenu de l'eau, et inversement.
Donc on a une interversion à la fois des éléments, mais aussi des règnes et du vivant en général. Et c'est ainsi que va se clore finalement cette vision avec le retour toujours de la locution « on verra », qui sonne comme une espèce de prophétie apocalyptique. Simplement, toute cette prophétie va se résoudre dans un système hypothétique qui introduit le retournement de situation finale avec ma troisième partie. Avec la conjonction de subordination, plutôt que, on va voir ici que l'intégralité de ce qui précédait était une hypothèse servant à montrer qu'il serait plus vraisemblable que le monde s'arrête plutôt qu'elle cesse de l'aimer. Ce serait la fin du texte. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de voir toujours cette perturbation de l'ordre syntaxique avec un enjambement mon amour, sujet, se tourne en notre part, verbe et complément. Toujours aussi dans la perturbation syntaxique, on peut remarquer l'accord de l'adjectif destiné. Mon amour, à vous seul destiné. Normalement, on attendrait une terminaison en « et », soit parce que c'est l'amour masculin qui est destiné, soit parce que c'est à quelqu'un de masculin qu'il est destiné. Et pourtant, ici, c'est bien une terminaison féminine qui est utilisée. Terminaison féminine qui va rimer évidemment avec la suite « je fus né » et qui va montrer que le pronom personnel sujet ici représente la poétesse Madeleine de l'Aubépine. Du coup, en faisant attention à cette terminaison, on peut se rendre compte d'un élément intéressant dans le système des rimes, puisque ces rimes féminines sont au centre de deux rimes masculines qui vont les embrasser, et on peut relire du coup le début du texte en remarquant que c'était les rimes féminines qui embrassaient des rimes masculines. Comme si finalement, à travers cette hypothèse apocalyptique, allait se formuler l'amour de la poétesse pour son amant, et à travers la résolution de l'hypothèse, va se traduire finalement l'échange, la réciprocité de cet amour de l'amant pour la poétesse. Cet amour va être extrêmement fort, d'une part par toute la prophétie qui précédait, mais aussi par la toute fin, le vers et demi final, qui va scander à la fois en parallélisme, mais aussi en anadiplose. Pour vous, je fus né, je ne vis que pour vous, je veux mourir. Au centre du dernier vers, c'est bien le vous qui prime, encadré là encore par le je. Le système des rimes embrassées des premiers quatrains se retrouve ici dans la grammaire. Et cette modélisation d'un amour qui serait éternel peut finalement se retrouver dans l'usage des temps. Je fus né, c'est du passé. Je ne vis que pour vous, c'est du présent. Et pour vous, je veux mourir, qui serait quasiment un infinitif de progredience à valeur future. Donc toute cette vision, finalement, cette vision apocalyptique, ne servait qu'à montrer cette dimension cosmique de l'amour qu'elle voue à l'homme qu'elle aime, un amour qui serait éternel dans sa fidélité. Quelle utilisation Madeleine de l'Aubépine fait-elle de la mobilisation astronomique ? Premièrement, nous avons vu que le texte reposait sur une mobilisation en syllabes du vocabulaire astronomique et de ses références mythologiques. Un peu comme s'il y avait, dans cette vision apocalyptique, une confusion entre le réel et le mythique. De la même manière que cette confusion va illustrer une autre confusion amoureuse et de l'hypothèse d'une séparation. Ainsi, on a une description d'une vision cosmique complète, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que, à travers la disharmonie qui est présentée sous forme hypothétique, va être montrée l'harmonie du couple. De la même manière, on peut voir que la vision qui est proposée de l'univers, du système solaire en particulier, est une vision apocalyptique d'un univers qui s'effondre et qui meurt. Mais c'est bien une vision apocalyptique dans les deux sens du terme. C'est une fin du monde, mais c'est aussi une révélation, puisque cette vision apocalyptique sert bien à révéler la grandeur de l'amour de la poétesse pour son amant. Ainsi donc, cette mobilisation astronomique va servir une modélisation amoureuse. Il s'agit d'opposer la mobilité du monde et la fidélité amoureuse, cette mobilité étant définie par la négative, la négation étant une figure qui innerve le texte. Il s'agit ici de montrer la dimension cosmique de cet amour en mobilisant le vocabulaire de l'astronomie. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter la question des expansions du nom
dans le premier tercet. Lorsque l'on interroge la notion d'expansion du nom, ce que l'on cherche en réalité, ce sont l'ensemble des mots qui vont apporter des informations supplémentaires au nom en lui étant liés plus ou moins directement. Nous avons 3 éléments grammaticaux qui nous permettent de faire cela. Les compléments du nom, qui sont des noms qui complètent d'autres noms par l'intermédiaire de prépositions, nous n'en avons aucun exemple ici. Les propositions subordonnées relatives, qui complètent un nom par l'intermédiaire d'un pronom relatif qui le représente. Nous en aurons un exemple. Et enfin, nous aurons les adjectifs qui complètent le nom de manière plus ou moins directe, ce qui déterminera leur fonction. Je commence du coup par la seule proposition subordonnée relative. Elle est au vers 10 et il s'agit de « qui lancèrent ». On a bien une proposition puisqu'on a un verbe conjugué. Le sujet est « qui » et qui est aussi un pronom relatif qui reprend le nom commun « R » et qui lancèrent du coup devient ainsi complément de l'antécédent nom commun « R ». Pour ce qui est des adjectifs, nous en avons 4 : pesant, légère, chaude et sèche. Alors l'analyse de ces adjectifs commence par leur nature. En l'occurrence, nous en avons un qui est un adjectif verbal, pesant, qui vient du verbe peser, et les 3 autres, légère, chaude et sèche, qui sont des adjectifs qualificatifs. Pour ce qui est de leur fonction, la question est légèrement plus compliquée. Nous en avons 2 qui sont évidents. Pesant et chaude sont reliés aux noms qu'ils complètent, respectivement feu et eau, par l'intermédiaire du verbe être au futur. Ils sont donc, de manière sûre et certaine, attributs du sujet. Pour ce qui est de légère, on pourrait tout d'abord le considérer comme un adjectif épithète qui serait lié directement à later qu'il complète en étant antéposé. Simplement ici, ce serait oublié le verbe conjugué sous-entendu et légère sera later ou et later sera légère qui en fait de fait un attribut du sujet lui aussi. De la même manière, l'adjectif sèche pourrait être considéré comme une apposition puisqu'elle est détachée du nom qu'elle complète par la conjonction de coordination valeur adjonctive et, ce qui pourrait la rapprocher d'une apposition. Cependant, là encore, ce serait oublier le verbe sous-entendu, être toujours, l'eau sera chaude et l'eau sera sèche, qui en fait de fait, là encore, un attribut du sujet.